Alors bonjour, je suis Al-Mokhtar Alaouri. Donc dans le cadre des modules et parcours de formation d'Afrique Innove, la communauté d'incubateurs, nous allons pour les profils experts stratégiques qui s'intéressent au module 1, gérer et lancer une structure d'appui à l'entrepreneuriat, voir dans ce module concevoir son modèle économique. Donc, comme je le disais tantôt, je suis Al-Mokhtar. Ma carrière, c'est à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience. D'abord dans le consulting stratégique aux grandes entreprises, notamment chez Accenture et chez Performance en Afrique. Puis pour les startups, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, que nous accompagnons des startups dans toute la sous-région d'Afrique de l'Ouest à travers des incubateurs et des accélérateurs. Donc c'est parti. Pour rappel, les objectifs, donc sur une durée de 60 minutes, nous tâcherons de parcourir la conception d'un modèle économique à travers d'abord une étude de marché, avant de se lancer naturellement, une étude de faisabilité. Ensuite, nous allons travailler sur la compréhension des enjeux du modèle économique d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Et enfin, nous tâcherons et tenterons ensemble de construire un modèle économique adapté à la vision que vous portez ou que porte votre commanditaire et dans naturellement son écosystème. Le plan de notre présentation se présente comme suit. D'abord, nous allons étudier le marché avant de se lancer à travers 2 points, l'analyse du cadre institutionnel et du diagnostic de l'offre et de la demande. Par la suite, nous allons étudier la faisabilité d'un projet de création d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant à travers un benchmark, le positionnement stratégique à déterminer et quel montage institutionnel mettre en place. Donc, un troisième point, nous allons analyser les enjeux du modèle économique à travers 4 points que nous détaillerons plus tard. En avant-dernier point, nous verrons la démarche pour élaborer et construire son modèle économique. Et enfin, de par nos expériences, nous vous proposons des exemples de modèles économiques de structures d'appui à l'entrepreneuriat. Donc c'est parti pour l'étude de marché. Alors, le cadre institutionnel, il est clé. Chaque pays présente des atouts majeurs en termes de développement du secteur privé et ils sont souvent consignés dans la stratégie du pays. Il est important pour vous d'analyser ce document pour profiter des opportunités, mais également prendre des garde-fous pour, lorsqu'il y a des menaces, arriver à les circonscrire. Il faut pour vous également analyser les recommandations régionales, les réglementations régionales et internationales en matière d'entrepreneuriat. Dans la zone UEMOA, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest francophone essentiellement, plus la Guinée-Bissau, on retrouve des textes comme la charte des PME, qui est supranationale et qui permet donc de bâtir. Il y a des textes comme l'OHADA, donc pour l'Afrique francophone en général, et qui régit le droit des affaires. Donc, tous ces textes-là sont des bases sur lesquelles
on peut trouver des brèches pour faciliter l'installation d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat. Il faut bien entendu analyser les dispositions juridiques et fiscales localement, au Niger par exemple. Dans le cadre associatif, il est naturellement, l'association est éligible à des exonérations en matière de droits de douane ou de taxes professionnelles. Sachant cela, une association est un montage juridique qui a un intérêt certain. Pour ce qui est aussi d'autres programmes qui sont portés par des bailleurs multilatéraux comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, etc., les grosses fondations proposent des programmes pour la promotion de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, qu'il ne faut pas donc négliger, surtout que ce sont des acteurs clés dans la région. Et enfin, tous ces programmes sont donc de sources de données extrêmement importantes pour celui qui veut se lancer dans le domaine. Pour étudier le marché, nous approchons naturellement cette étude à travers l'étude de l'offre, donc la concurrence, ce qui existe, et de la demande, c'est-à-dire les besoins des entrepreneurs. L'analyse de ces deux leviers vous permet d'identifier s'il y en a forcément, des gaps entre l'offre et la demande, et sur laquelle vous pouvez proposer donc un positionnement pour votre structure d'appui à l'entrepreneuriat et construire en conséquence un modèle économique qui répond à une problématique cruciale pour les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs, et à la fois qui, dans le secteur, donc il n'y a pas d'offre équivalente, ou alors c'est que l'offre ne satisfait clairement pas la demande. Nous vous conseillons une approche écosystémique lorsqu'il s'agit d'analyser l'offre et la demande. Donc tous les experts s'accordent à dire aujourd'hui que l'écosystème est bâti autour de 6 leviers qu'il faut véritablement analyser. C'est d'abord l'accès au talent, l'accès au financement pour les entrepreneurs, l'environnement juridique et fiscal, les infrastructures, l'accès au marché et la culture locale. Est-ce qu'elle favorise l'entrepreneuriat? Pour cela, nous vous proposons des exemples de questions que vous pouvez vous poser et que vous pouvez poser surtout aux parties prenantes à travers un entretien ou un questionnaire pour caractériser l'offre. Donc, c'est par exemple savoir la nature de l'accompagnement qui existe, connaître donc les disponibilités de cette offre, et est-ce qu'elle répond véritablement aux besoins? Est-ce que les politiques locales encouragent cet esprit d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il existe des chevauchements entre les interventions? On l'a vu dans beaucoup de pays, beaucoup de gens font les mêmes choses, surtout dans la formation, et souvent c'est un secteur qui se retrouve saturé. Est-ce que les mécanismes de communication et d'orientation sont bien en place, et comment est-ce que ça peut être amélioré? Et vers quelle institution donc s'orienter, notamment pour avoir accès à des infrastructures mutualisées? Toujours en termes de questions que vous pouvez vous poser pour caractériser l'offre. Est-ce que la culture locale, elle encourage
l'entrepreneuriat. Donc là, nous revenons sur le premier pilier que nous avons vu tantôt. Est-ce que les entrepreneurs peuvent avoir accès à de la dette, à des capitaux propres ou à d'autres produits financiers pour se financer? Est-ce que les, les startups ont accès facilement aux ressources humaines dont elles ont besoin? Est-ce que les entrepreneurs ont suffisamment d'opportunités pour avoir accès au marché? C'est vraiment une question extrêmement importante qu'il faut peut-être détailler. Est-ce que les entrepreneurs ont accès aux services de soutien et de développement des entreprises? Donc, s'il existe d'autres incubateurs, d'autres accélérateurs, d'autres Fab Labs, des coworking ou des unités de production mutualisées dans le cadre de l'agrobusiness, par exemple. Donc, tous ces aspects sont à prendre en compte pour caractériser l'offre. J'espère que ces questions vous aideront à caractériser l'offre euh, locale avant de vous lancer. Une fois que vous avez recueilli un certain nombre d'informations brutes de fonderie, il faut maintenant procéder à la segmentation des acteurs et de toutes les parties prenantes pour les positionner par rapport à leur offre sur un map, une carte. Donc nous proposons cette segmentation, l'appui technique et l'appui financier. Bien sûr, ce n'est pas exclusif. On peut retrouver des structures qui font les deux. Donc, ne vous étonnez pas de voir des directions de ministère parce que l'information aussi est une forme d'appui technique. Ça permet de sensibiliser notamment. Donc, on retrouve cette liste qui est là, qui est juste un exemple. Une fois que vous avez segmenté, nous vous conseillons ce tableau, par exemple, que nous avons fait pour le Niger dans le cadre du lancement du centre incubateur des PME. Sur l'axe des abscisses, vous avez la chaîne de valeur des structures d'appui à l'entrepreneuriat, la sensibilisation pour des gens qui ont juste des idées ou qui ne sont pas entrepreneurs, mais qu'on veut amener, par exemple, à entreprendre dans le futur. La pré-incubation qui s'adresse plutôt aux porteurs de projets. L'incubation qui s'adresse à des gens qui sont déjà en activité ou qui viennent de se lancer, qui sont soit en une phase de lancement, mais avec une certaine croissance. Et enfin, l'accélération pour passer à une autre échelle. Sur l'axe des ordonnées, vous retrouvez l'appui financier et l'appui technique. Donc, plus c'est bas, plus la structure intervient dans l'appui financier, plus c'est haut, plus la structure intervient dans l'appui technique avec une échelle d'intensité de la couverture du besoin. Vert clair pour faible, moyennement clair et foncé pour important. Donc typiquement, ici on retrouve pour les porteurs de projets et jusqu'à l'accélération pour des entreprises d'une certaine taille, beaucoup de structures privées pour l'appui financier, mais quasiment pas d'appui technique. Donc vous devinez ici que ce sont nos amis les banques, donc qui s'intéressent surtout aux entreprises qui ont une certaine taille, qui existent déjà, qui ont des références et qu'ils peuvent financer facilement. Nous retrouvons les ONG et les associations, par exemple, qui interviennent souvent pour des porteurs de projets jusqu'aux entreprises d'une certaine taille, avec avec beaucoup d'activités, mais de faible intensité dans la plupart des cas. Vous retrouvez l'État ici pour l'information, les syndicats comme la Chambre de commerce, etc.
les agences publiques. Et voici le positionnement de l'incubateur SIPMEN que nous avions choisi à l'époque. C'est d'avoir une intensité très forte pour les startups qui viennent de se lancer, avec de l'appui technique, mais aussi un peu d'appui financier, et ne pas négliger aussi de moyenne couvrir les startups en accélération et des porteurs de projets en pré-incubation. Voici aussi une autre cartographie que nous avions fait toujours au Niger, concernant cette fois-ci la segmentation des offres d'accompagnement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a donc la cible, c'est des porteurs de projets ou des entreprises, donc des startups. Il y a des structures d'accompagnement. Donc là, on retrouve les incubateurs pour la plupart et des structures de coworking space qui interviennent. On retrouve ici les structures de support. Donc ça va de la formation aux événements, l'assistance conseil et les concours. Donc tout ça, pour nous, nous les qualifions de structures de support et on retrouve donc beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là et d'associations, mais également de projets qui interviennent dans la formation et les séminaires. Dans les événements, c'est également des opportunités d'accès au marché. Nous retrouvons pas mal d'événements. L'assistance conseil, on retrouve des structures comme la chambre de commerce, la maison de l'entreprise et les principaux concours qui sont des facilités d'accès au marché et au financement. Pour les structures administratives, pour la formalisation d'une entreprise, pour les structures de financement, donc on retrouve les investisseurs, les SFD, les agences de subvention notamment, les appuis donc matériels, et on nous a naturellement reproché de n'avoir pas mis les banques. Donc c'est un travail qui est à parfaire, mais l'objectif c'était de vous donner un aperçu de comment est-ce qu'on pouvait caractériser une offre locale des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Une fois que vous avez caractérisé donc l'offre, en ce qui concerne la demande, c'est-à-dire votre cible, nous vous conseillons une répartition en 4 catégories donc de cibles potentielles. Donc ça peut être des porteurs de projets, ça peut être juste votre focus peut-être, ça peut être des PME qui sont existantes mais non formelles. En Afrique, notamment on a plus de 20%, on a à peine, 20% d'assiettes fiscales, c'est-à-dire que plus de 80% de l'activité est informelle et on retrouve naturellement beaucoup d'entreprises informelles. Les PME existantes formelles, ça peut être votre cible et votre focus. Et enfin, les grandes entreprises. Ce n'est qu'une proposition, mais à l'épreuve de l'expérience, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Donc, pour les structures qui sont déjà en activité, si votre cible, c'est par exemple des entreprises, donc là, nous enlevons la catégorie des porteurs de projets. Vous pouvez faire un diagnostic light, donc autour du produit qui est proposé, autour du marché de la communication, autour des ressources humaines, autour de l'organisation de l'entreprise, de la start-up, autour des finances. Donc, avec ces différents axes d'analyse, vous pouvez facilement caractériser la demande d'un ensemble de startups et d'un échantillon représentatif de votre cible. Donc, toujours pour caractériser donc, notamment la demande des PME non formelles,
nous recommandons de faire une simple analyse SWOT qui vous permet, puisque les PME ne sont pas formelles, il est difficile pour vous d'avoir accès à la donnée. Donc, ce que nous recommandons pour faire ce SWOT, donc l'analyse des opportunités, des menaces, des forces, des faiblesses, c'est de se baser sur des études qui sont déjà existantes. Il y a beaucoup d'études et de papiers qui sont produits, notamment par les bailleurs, les instituts de statistiques, les organisations régionales, pour extraire donc de la donnée et faire cette analyse. Vous pouvez également administrer un questionnaire à une cible d'entreprise non formelle, exploiter les données fiscales et sectorielles et enfin analyser donc la réglementation nationale et régionale. Vous pouvez donc sur cette base-là bâtir votre SWOT pour pouvoir ressortir les opportunités qui existent dans le pays ou la région, les menaces, les forces et les faiblesses des entreprises, sachant que force et faiblesse, c'est plutôt pour la structure, opportunité et menace, c'est plutôt pour l'environnement. Alors, l'évaluation de la demande pour les grandes entreprises, donc là, n'oubliez pas, nous sommes sur les quatre cibles. Nous avons vu donc pour les porteurs de projets, nous avons vu pour les entreprises existantes et formelles, les non formelles et enfin pour les grandes entreprises, il faut se dire que les grandes entreprises recherchent actuellement de l'agilité et un impact social fort. En tout cas, sur les grandes entreprises que nous avons vues d'expérience en Afrique, ne cherchent pas forcément d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat type incubateur, type accélérateur, une expertise pointue ou une, ou une tâche sur une fonction de l'entreprise, mais ce qu'elle peut rechercher et qui est naturel dans la relation au niveau d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat, c'est l'agilité. Et donc, il faut les questionner dans le besoin d'agilité et de besoin d'open innovation, etc. Et comment est-ce que les startups peuvent être, par exemple, des sous-traitants ou créer un écosystème autour ou une grappe sectorielle autour de la grande entreprise avec donc ces startups-là. Et enfin, la RSE, pour qu'une grande entreprise dure, aujourd'hui, il est complètement admis qu'il faut développer de vraies stratégies RSE et donc n'hésitez pas à les questionner sur ces aspects-là. Les incubateurs et les structures d'appui à l'entrepreneuriat ont un rôle sociétal qui est naturel du fait de leur activité parce que les startups créent de l'emploi, ça permet de fixer les personnes, ça apporte des solutions innovantes, frugales souvent, etc. Et donc tout ça, il y a un impact sociétal et environnemental fort que vous pouvez donc mettre en avant pour développer des partenariats ou aider une grande entreprise dans ce domaine-là. Donc pour finir, l'analyse du gap. Donc en analysant l'offre et la demande, l'analyse du gap vous permet d'en tirer donc un plan d'action et éventuellement un positionnement. Allez, j'ai mis 3 points de suspension parce que ce positionnement est temporaire ou potentiel pour l'instant. Nous verrons pourquoi dans la deuxième partie de notre présentation. La deuxième partie de la présentation nous amène à étudier la faisabilité d'un projet de création donc d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Alors, le réflexe, je pense que tout le monde le fait par défaut, c'est de googler et d'essayer de trouver des éléments de référence et de comparaison
pour en tirer les meilleures pratiques. Donc, c'est le benchmark. Et un bon benchmark, c'est un benchmark qui se base sur un certain nombre d'axes d'analyse et pour pouvoir tirer des leçons clés pour votre positionnement notamment. Donc, les axes que vous pouvez rechercher dans le cadre de votre benchmark, c'est le positionnement. Vous pouvez, si c'est bien sûr en Afrique, regarder ce que fait d'autres structures africaines, mais également européennes, des pays en développement, donc comme la Chine, l'Inde, etc. Ça peut être de très bonnes références pour comparer, de voir ce qu'ils font dans le cadre du modèle économique, des services proposés, de l'organisation mise en place pour offrir donc ces services, des typologies de ressources humaines qui sont employées, des indicateurs de performance qui sont mesurés et enfin de l'infrastructure, comment est-ce qu'elle est structurée et mise en place pour créer de la valeur pour les startups. Donc voilà juste quelques exemples d'axes d'analyse, ce n'est forcément pas exhaustif. Donc une fois que vous avez fait votre benchmark, l'OCDE avec la BAD ont fait un excellent travail en termes d'offres et donc voilà ce mapping là que vous avez sous les yeux de positionnement éventuel que vous pouvez choisir en fonction, donc comme vous voyez ici, de la chaîne de valeur de l'accompagnement et du développement donc des startups. Donc il y a l'amorçage que nous avons vu donc de l'idée à la création, de la création au lancement, donc enfin la phase de lancement, pardon, la croissance, donc là c'est la première année, première, deuxième année. Là, c'est 3 à 5 ans. Et puis là, c'est l'expansion. Mais bon, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça peut aller très vite aussi. Ça peut être donc juste au niveau de la taille de l'entreprise. Sur l'axe donc des ordonnées, vous avez donc différentes catégories. Donc là, d'abord, la catégorie finance. Donc pour l'amorçage, sur la catégorie finance, enfin pour l'amorçage, ils ont besoin donc de capitaux d'amorçage. Ils ont besoin, il peut avoir des offres de financement participatif. Ils peuvent avoir accès à des programmes intégrés. Donc ça, c'est typiquement ce que développent les bailleurs dans nos pays. Ils peuvent avoir besoin d'offres de pépinières de services ou d'incubateurs, de réseaux de mentors, de bureaux de transfert technologie, de formation, d'accès au marché, de programmes et activités visant à sensibiliser à la culture. Ce serait pas mal pour eux également. La législation, les visas, etc. Donc voilà, je pense que là, c'est assez bien structuré pour se dire, en fonction des informations que vous avez recueillies plus haut, c'est-à-dire la caractérisation de l'offre, en fonction du benchmark, en fonction de la demande que vous avez caractérisée également des entrepreneurs, vous pouvez vous dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les startups en démarrage en leur offrant donc du capital d'amorçage, en organisant par exemple un, un concours chaque année via peut-être hackathon, en mettant à disposition un réseau de mentors, en offrant de la formation et voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter déjà là et on peut se dire notre offre ne va concerner que ça. Vu que plus haut vous avez caractérisé, vous avez cartographié tout ce qui existe auparavant, vous pouvez savoir là où vous pouvez créer plus de valeur par rapport à la demande que vous avez également caractérisée plus haut. Donc voilà, je pense que c'est un excellent tableau que vous pouvez vraiment exploiter et réexploiter et qui peut vous permettre de pivoter à tout moment dans le développement de votre structure d'appui à l'entrepreneuriat et de la recherche de son modèle économique. Donc toujours dans le cadre du positionnement,
Les cahiers de l'innovation ont dessiné ce tableau-là que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous. Donc, eux, ils représentent sur l'axe des abscisses l'implication financière, sur l'axe des ordonnées l'implication stratégique opérationnelle, c'est-à-dire l'appui technique. On retrouve donc généralement tout ce qui est incubateur, espace de coworking et presque les accélérateurs. Donc, dans ce premier carré-là, donc une implication, donc un appui technique, allez, moyen, par exemple pour les incubateurs, un appui financier moyen également, c'est possible. Pour les business angels, vous les retrouvez vraiment au beau milieu. Pour les pour le financement, donc, comme on peut le voir, c'est peu d'appui technique, mais beaucoup d'appui financier. Et là où on retrouve le plus d'offres, c'est notamment les accélérateurs comme les startup studios, les roquettes Internet, etc., qui offrent en plus de l'appui technique, de l'appui financier à un très très haut niveau. On se limite au seul fondateur pour effectuer des apports. Il y a un manque de flexibilité en matière d'objets de mission et puis nécessite des fonds importants quand même. Les GIE, c'est bien parce que ça permet une certaine flexibilité, mais l'activité exclusive a l'intérêt des membres uniquement. On ne peut pas sortir de l'intérêt de l'activité des membres et seuls les membres peuvent effectuer des apports et le capital est autonome et les apports sont bien cadrés. Les ONG associations, donc là, les avantages, clairement, c'est les allègements fiscaux, j'en parlais tantôt, les droits de douane, la liberté d'adhésion, tout le monde peut adhérer juste en s'honorant de sa cotisation, et la possibilité de contribution des entreprises sorties de votre structure d'appui à l'entrepreneuriat, donc ils peuvent être des membres par la suite. L'inconvénient, bien entendu, c'est qu'on peut se retrouver bloqué parce qu'il y a, par exemple, plusieurs personnes dans l'Assemblée générale. L'entreprise, votre structure d'appui peut être une entreprise privée. L'avantage, c'est que vous avez une grande autonomie et la possibilité de lever des fonds plus importants facilement. Mais le modèle économique reste difficile à tenir parce que nous verrons tout à l'heure qu'une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant, c'est d'abord un centre de coûts et vous n'avez pas accès facilement à des exonérations. Et enfin, ça peut être juste un service de l'État, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça peut être une structure de l'État ou d'une université, un service d'un ministère, une direction. L'inconvénient, c'est clairement euh, le manque d'ouverture vers l'extérieur et la vulnérabilité vis-à-vis donc en fait, de l'inertie de l'État ou de l'université. Donc là, vous voyez qu'on a mis université, par exemple, parce que nous l'avions fait pour un service de l'université. En termes de compétitivité, c'est pas vraiment ce que nous recommandons. Alors, la troisième partie que je trouve clé également, c'est que une fois que vous avez étudié votre marché, déterminé votre positionnement en fonction donc de l'analyse de l'offre et de la demande, déterminer votre euh, montage institutionnel et juridique. Donc, une fois que tout ceci étant fait, vous allez maintenant vous attaquer à donc la mise en œuvre de votre projet. Et donc, avant même de d'élaborer et de voir comment vous allez monétiser vos projets, il faut comprendre les enjeux. Et le premier enjeu qui est clé de mon point de vue, euh, c'est qu'une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant est d'abord un centre de coût. C'est véritablement un centre de coût. Les ressources humaines de qualité coûtent cher.
Donc, l'exploitation de l'infrastructure est un coût fixe, récurrent et souvent très lourd, surtout si vous voulez accompagner un certain nombre de startups, l'hébergement étant une valeur ajoutée très forte pour les entrepreneurs, ça peut facilement devenir une charge importante et il y a souvent de lourds investissements de départ, notamment liés à l'infrastructure que vous mettez en place. Donc, sachant cela, il faut à tout prix maîtriser surtout vos coûts fixes lorsque vous souhaitez mettre en place une structure d'appui à l'entrepreneuriat. L'autre enjeu, c'est la cible. Alors la cible, il faut le savoir également, ce n'est pas pour vous décourager, alors là, loin de moi, mais les enjeux sont importants à comprendre pour pouvoir donc proposer des services viables et à forte création de valeur. Donc la cible, elle est peu solvable, souvent. Et parce que souvent, c'est des jeunes étudiants ou des jeunes diplômés, donc dans le cas des startups notamment, ou sont de jeunes entrepreneurs pour ceux qui viennent de se lancer. Pas ou peu d'instruments financiers pour les aider au démarrage. En Afrique, hein, je parle, bien entendu. Et il y a de l'inertie d'un écosystème souvent qui est peu propice à l'entrepreneuriat innovant. Donc ces facteurs font en sorte que cette cible-là est souvent donc euh, est peu solvable. En tout cas, elle est risquée. Elle est risquée et donc bâtir un modèle économique sur cette cible euh, nécessite de prendre en tout cas un certain nombre de précautions. Donc la nécessité d'une proposition de valeur forte donc est importante en adéquation avec la demande. Ce qu'il faut savoir aussi comme troisième enjeu, c'est que l'accompagnement de l'innovation à court terme n'est pas rentable. Donc, il faut le savoir tout de suite. En moyenne, hein, la plupart des structures d'appui à l'entrepreneuriat accompagnent entre 2 et 3 ans à minima pour donc les startups. Et c'est souvent vers la fin ou parfois même en différé dans certains modèles économiques que les premiers revenus sont générés pour la structure d'appui à l'entrepreneuriat. Après, tout dépend du positionnement que vous souhaitez euh, euh, mettre en place. Donc, selon le secteur d'activité et la nature de l'innovation, la génération des premiers revenus survient en moyenne au bout d'une année. Lorsqu'il s'agit de produits très innovants, donc notamment en matière technologique ou de recherche et développement, ça peut aller beaucoup plus loin. Le risque inhérent à l'innovation peut être important, donc il faut le savoir. La levée des fonds est longue et complexe, ça c'est, je pense que ce n'est pas lié uniquement à l'innovation. Une levée de fonds, c'est un parcours du combattant. L'organisation de la start-up peut adapter en cas de forte croissance ou de passage à l'échelle. Donc, même lorsque vous vous attaquez à des startups à forte croissance et qui sont scalable, c'est-à-dire qui peuvent passer à l'échelle, souvent son organisation n'est pas adaptée pour passer à l'échelle. Ce qui fait que ça vous fait courir un gros risque si c'est votre segment de cible. Il est important que vous preniez en compte cela et donc mettre en place une organisation solide, ça coûte cher, ça prend du temps, et etc. Voilà. À présent, nous avons vu les principaux enjeux. Après avoir étudié le marché, déterminé votre positionnement en fonction donc de l'analyse de l'offre et de la demande, déterminer votre statut juridique. Vous savez quels sont les principaux enjeux
les pièges à éviter, ce qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on va s'atteler au cœur donc de cette activité-là, qui est la construction de votre modèle économique adapté donc à votre vision et à... Bon, on va pas faire économie de cet outil formidable, le business model Canvas. Vous le savez très probablement, c'est un outil qui permet de développer, de concevoir donc son modèle économique, c'est-à-dire son système de génération et de monétisation de sa proposition de valeur. De la même manière que vous l'appliquez ou que vous l'appliquerez pour vos startups, il faudrait que le modèle économique de la structure d'appui à l'entrepreneuriat que vous mettez en place soit complètement matérialisé sur le business model Canvas et que vous ayez la possibilité de pivoter comme une startup à n'importe quel moment et cet outil est formidable pour cela. Donc nous allons parcourir les différents champs du tableau. Donc c'est un tableau du BMC et à travers cela, à travers chaque champ, nous allons nous poser un certain nombre de questions afin que vous puissiez concevoir votre modèle économique. La cible, c'est la première chose à déterminer et fort heureusement, nous l'avons fait plus haut lors de l'analyse de la demande. Pour qui créez-vous votre offre? Qui sont vos clients les plus importants? Quelles sont les niches que vous allez attaquer en priorité? Voilà un exemple de questions d'ensemble de questions que vous pouvez vous poser de, euh, de ce champ-là qui est le champ de la cible. Donc les segments cibles d'une SAI, ça peut être, on l'a vu tantôt, des PME déjà établis, ça peut être des jeunes entrepreneurs donc, qui viennent de se lancer, ça peut être des porteurs de projets ou d'idées, ça peut être des grandes entreprises, ça peut être l'État. Là, les grandes entreprises, je reviens là-dessus. Ça peut être des programmes. Vous pouvez proposer aux grandes entreprises une offre sur mesure d'open innovation et vous ne faites que ça, par exemple. Et on en voit beaucoup dans les pays développés comme les États-Unis. Techstars, par exemple, qui est un accélérateur de renom, ou même Y Combinator, ont un ensemble de programmes d'open innovation pour les grandes entreprises qu'ils font souvent même au sein même de ces grandes entreprises-là. L'État, dans le cadre donc d'un programme d'open innovation avec l'État, la France par exemple, a tout un programme avec NUMA de programme de start-up d'État, c'est-à-dire que des start-up proposent des solutions pour les services de l'État, surtout dans le digital, le numérique. Et notamment, je pense qu'il y a un service des impôts, les déclarations des impôts en ligne est passé par ce canal. C'est une start-up qui l'a proposé et aujourd'hui qui sous-traite avec l'État français, notamment Bercy. Les partenaires institutionnels, donc vous pouvez leur proposer des programmes sur mesure. Au Niger, par exemple, nous travaillons avec la Banque mondiale pour développer donc un programme d'open innovation dans l'agriculture, donc le numérique au service de l'agriculture. Et enfin, il faut également vous demander sur quel secteur, parce qu'une cible, ça peut être sur un secteur d'activité. Vous pouvez vous spécialiser. Il y a par exemple le CETIC à Dakar qui est spécialisé uniquement sur le numérique. La fabrique au Burkina uniquement sur les entreprises sociales. AIN qui est au Ghana uniquement sur l'agrobusiness. Donc, en choisissant un secteur d'activité, vous choisissez également un positionnement et une cible donnée. La proposition de valeur. Là, c'est la clé. Qu'est-ce que vous proposez à votre cible? Quelle valeur ajoutée vous apportez à vos clients? Quels besoins vous aidez à combler? Quels problèmes vous aidez à résoudre?
et par quel produit ou service vous faites cela. Donc, dans le cas de l'entrepreneuriat, votre proposition de valeur, ça peut être un incubateur pour accompagner des entreprises en démarrage. Ça peut être un accélérateur pour des entreprises en croissance. Ça peut être un espace de coworking. Ça peut être des Fab Labs pour voilà, mettre en place des imprimantes 3D, etc., pour faciliter la fabrication. Ça peut être un Media Lab pour donc, tout ce qui est laboratoire de création, d'innovation ouvert avec les citoyens, etc. Donc, pardon, ça c'est le Living Lab. Le Media Lab, c'est plutôt la co-création et la création de médias, l'open source. Et ça peut être du consulting aussi que vous pouvez proposer dans le cadre des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Mais il y a une chose, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge ici. L'asset d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat, c'est sa communauté. Quoi que vous fassiez, créez le plus tôt possible et le plus rapidement. Ayez une communauté captive, une communauté active. Et c'est cette communauté qui va vous permettre d'exister, qui représente votre légitimité et surtout qui va vous permettre à la fois d'être vos clients, mais aussi d'être vos partenaires avec lesquels vous pouvez faire des offres. Donc juste un petit zoom sur la différence entre un incubateur et un accélérateur. Je pense que la plupart de ceux qui suivent ces formations sont dans ces cas-là. Donc le statut juridique, c'est souvent pour les incubateurs, ils sont à but non lucratif. À l'inverse des accélérateurs, la cible, c'est des startups, donc des early stage, au stade préliminaire, alors que au niveau des accélérateurs, ils sont plutôt dans une phase de développement et de commercialisation. Le processus sur les incubateurs, c'est du long terme, je disais tantôt, 2-3 ans. L'accélérateur, c'est du court terme, maximum 1 an. C'est entre 6 mois et 9 mois, généralement. Les partenaires, donc là, c'est commandité, ça peut être des organismes publics, publics-privés, alors que là, c'est plutôt des privés ou des investisseurs dans le cadre de l'accélérateur. Votre canal de communication et de distribution, comment vos clients préfèrent-ils être atteints? Quelles solutions vous avez pour ces clients? Le coût et avantage de chaque solution de communication et de distribution. Donc, dans le cadre d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat, ce que nous proposons, ça peut être soit des contacts directs pour démarcher. Parfois, vous avez une start-up qui marche très fort. Vous avez envie qu'elle soit chez vous, il faut aller la démarcher. Pas rester dans votre coin à faire de la communication sur les réseaux sociaux et penser que ça va marcher. Il y a les événements, les concours, les réseautages, la formation qui sont également des moyens de communiquer et d'être en contact avec votre communauté et vos startups. Le web, la com digitale naturellement, les magazines spécialisés et les revues pour attaquer et pour informer de ce que vous faites. Donc la communication d'une SAI doit vraiment être ciblée. Donc quelle relation? La relation client, c'est un autre champ qui est extrêmement important. Et le coût et l'importance donc de ce type de relation. Donc comment on fait ça? Alors vraiment d'expérience, ce que nous voyons, c'est que il faut créer une relation de confiance entre le client et donc la structure d'appui à l'entrepreneuriat. Et cette relation de confiance passe bien entendu par des règles claires. Je pense que la base, c'est un contrat d'incubation ou d'accélération ou de coworking, etc. Un contrat bien ficelé, vu et revu par un juriste, un avocat, etc. Une charte d'accompagnement qui dit les engagements de tout un chacun et surtout ce que le client doit respecter. Et voilà, un ensemble de soft skills qu'il faut développer de mon point de vue, comme la rigueur, la transparence, le professionnalisme, la disponibilité, l'écoute. Voilà, tout c'est banal, hein, mais nous sommes avant tout dans une relation entre personnes et il faut créer cette relation de confiance.
Maintenant, comment vous allez monétiser ce que vous offrez? À quelle hauteur chaque type de revenu contribue-t-il au total généré? Donc, dans le cadre d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat, pour les sources de revenus, il y en a plusieurs types. Vous pouvez vous dire que, bien sûr, c'est pas exclusif, mais vous pouvez vous dire que vous ne prenez rien chez vos clients et que tout doit être subventionné par une tierce partie. Vous pouvez également euh, prendre de l'equity, donc ça peut être des dividendes. Vous pouvez prendre des royalties, par exemple. Donc, tout comme vous pouvez également prendre des frais de location sur l'hébergement, en plus des royalties, des subventions, de l'equity. Vous pouvez faire payer des prestations de services à la carte. Vous pouvez vous insérer dans des programmes de bailleurs ou des programmes de l'État en matière d'entrepreneuriat. Euh, des frais d'adhésion de la communauté hein, du fait des services que vous offrez, enfin en contrepartie de ces services-là. Et ça peut aussi être une plateforme que vous mettez en place sur laquelle vous rémunérez, par exemple sur les abonnements, etc. Donc il y a plusieurs sources de revenus possibles qui ne sont pas forcément exhaustives ici et non plus exclusifs. Donc vous pouvez mixer ces différents types de modèles. Mais ce qu'il faut retenir, je ne crois pas beaucoup en la subvention, même si une structure d'appui à l'entrepreneuriat est un centre de coût, que les clients et la cible sont souvent un peu solvables. Alors, malgré tous ces enjeux, je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre les sources de revenus pour ne pas se détourner, un équilibre financier bien entendu, euh, pour ne pas se détourner de la vision de la structure. Donc, quand on accompagne des startups, des entrepreneurs, il faudrait que soi-même, on génère, on ait un certain équilibre financier. Je ne dis pas forcément à 100%, mais à une certaine hauteur. En tout cas, c'est ma conviction. Une fois qu'on a fini donc avec la partie droite, donc c'est-à-dire la partie de création de valeur et de comment monétiser cette valeur, il faut maintenant voir de quoi on a besoin pour faire tout cela. Donc là, on parle notamment des ressources clés euh, dont vous auriez besoin et lesquelles sont indispensables pour les notamment. Donc, les ressources clés de notre point de vue d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat, c'est d'abord les RH, parce que nous vendons du service, nous vendons de l'expertise. Il faut des RH de très bonne qualité, motivés, passionnés par la chose. Et donc, pour moi, c'est la première ressource clé. Il faut bien sûr une infrastructure d'accueil. Euh, c'est pas Je pense à 80 à 90%, c'est quelque chose qui est indispensable, mais on voit aussi des plateformes online qui n'ont aucune infrastructure ou juste une salle de réunion et puis ils font l'accompagnement de façon ponctuelle pour les rencontres physiques. Enfin, nous avons le financement, c'est un vrai plus d'avoir euh, des ressources pour prêter ou subventionner ou prendre des parts dans une startup, en tout cas pour apporter, soit pour les investissements ou les fonds de roulement, des systèmes ou des produits financiers adéquats à leurs besoins. Ça peut être en interne avec des fonds que vous possédez ou en externe en partenariat avec des structures existantes ou avec des réseaux de business angels, etc. Et enfin, image et gouvernance, c'est une ressource clé. Euh, je pense qu'il faut bien s'entourer lorsqu'on crée ce type de structure pour avoir une gouvernance qui soit nickel et qui rassure toutes les parties prenantes. Donc, une fois que vous avez déterminé vos ressources clés, il faut aussi déterminer vos activités clés que vous allez faire donc au quotidien. Et pour ce
d'appui à l'entrepreneuriat. Encore ici, ce n'est ni exhaustif ni exclusif. Nous avons une liste de certaines activités qui sont, allez, on va dire, natives dans le cadre d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat. C'est le suivi de la start-up. Pour pouvoir l'aider, il faut la suivre et avoir des tableaux de bord. Donc suivi financier, comptable, accès au marché, etc. La formation, c'est des activités qu'il faut également déployer au quotidien. La gestion de l'infrastructure, les salles de réunion, les bureaux, l'accès à Internet, etc. La gestion des fonds, donc si vous avez des fonds, c'est une activité qu'il faut intégrer et avoir les ressources humaines adéquates. L'animation de l'écosystème, du moment que vous avez une communauté, vous avez un écosystème qu'il faut donc catalyser et en être le catalyseur véritablement. Les études et prospectives, donc une fois que pareillement vous avez donc cette communauté, vous avez les services autour, il est facile de proposer, c'est très légitime en tant que catalyseur de l'écosystème, des études, des prospectives, en gros du consulting, et donc c'est quelque chose à mettre à prendre en compte. Aussi pour l'expérimentation, pour les Fab Labs, le lobbying, donc ça peut être des activités que vous pouvez être amené à faire donc au quotidien, il faut l'intégrer. L'autre élément clé aussi, c'est les partenaires stratégiques. Euh, il faut éviter de vouloir tout faire. Moi, je prône beaucoup la spécialisation et avoir des partenaires pour occuper le reste de la chaîne de valeur ou en tout cas qui peuvent proposer d'autres offres aux startups. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu plus haut, nous avions fait au Niger cette cartographie des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Mais au-delà de la cartographie, avec ces 70 acteurs que nous avions identifiés, rien que sur la capitale, nous sommes en train de travailler pour mettre en place, donc, nous avons donc déjà ce cadre de concertation et nous travaillons pour mettre en place un ensemble de recommandations qui sont issues d'un atelier de réflexion. Donc, il est extrêmement important de s'entourer. Par exemple, la partie accompagnement financier, comptable et fiscal peut être faite par une structure spécialisée, un cabinet d'experts comptables, quelque chose comme ça. Après, les stratégiques, bien sûr, donc partant de son positionnement, de son statut juridique, donc vous pouvez cibler donc des partenaires clés comme la liste qui est ci-bas. Donc les sources de coûts, il faut bien les prendre en compte et c'est souvent lié aux ressources qui sont mises en œuvre. Donc c'est les salaires, les frais de fonctionnement, les frais pour ce qui est événementiel et atelier, la gestion des fonds, ça coûte aussi, les impôts et taxes dans certains cas. Et pour finir, nous allons analyser ou en tout cas regarder ensemble un certain nombre de modèles économiques que nous connaissons très bien en Afrique, de structures d'appui à l'entrepreneuriat. Donc là, vous avez le réseau mis en œuvre notamment dans le cadre d'un partenariat public-privé au sein duquel vous retrouvez des acteurs comme Orange et Total dans des pays comme donc le Sénégal, le Mali, le Niger et la Guinée. Donc vous reconnaissez ici le CETIC au Sénégal, le CIPMEN au Niger, Sabutec en Guinée et Creatim au Mali, qui possèdent tous quatre le même modèle économique, même si les secteurs d'activité diffèrent d'un pays à l'autre. Donc la cible, sont des incubateurs. Donc leur cible, c'est des porteurs de projets et les startups en activité. Donc ils sont dans le numérique, les énergies renouvelables, l'environnement et l'agrobusiness. Donc bon, pour le CETIC, c'est que le numérique, mais pour les trois autres, ils sont sur les 4 secteurs. Pour les activités au quotidien, c'est le développement commercial, le marketing, la com, l'assistance comptable, l'assistance à la levée de fonds, l'hébergement.
Pour le modèle économique, ce qu'ils font, ils prennent des royalties sur la croissance du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'une entreprise qui rentre par exemple dans l'incubateur et qui faisait 100 de chiffre d'affaires, au bout d'un an d'accompagnement, si elle a fait 200 de chiffre d'affaires, la croissance c'est 100 et sur les 100, la structure prend un certain pourcentage en fonction donc des négociations avec la start-up. Il y a aussi des royalties sur la marge commerciale notamment, des success fees sur les levées de fonds, les appels d'offres, des prestations de services de consulting, des redevances mensuelles, notamment pour le loyer, etc., qu'ils peuvent prendre chez les startups. Le montage institutionnel ici, comme vous pouvez voir pour les quatre, ce sont des associations à but non lucratif, mais qui sont gérées comme entreprise et surtout qui ont un modèle économique. Pour le CETIC et le CIPMEN, qui sont les plus vieux, ils sont déjà rentables économiquement. Enfin, ils sont déjà à l'équilibre financier et font de la marge qui est donc et un résultat qui est réinvesti complètement dans l'activité pour l'année N plus 1. Je pense que Saboutek est sur la bonne voie, Creatime qui est le plus récent est également sur une bonne tendance. Pour la fabrique qui est donc au Burkina Faso, la cible sont des entrepreneurs sociaux pour les aider à passer à une autre échelle. Le secteur d'activité, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat social, donc tout ce qui a un fort impact socio-environnemental. Pour les activités, ils font de l'assistance à la structuration du modèle économique et du plan d'affaires. Ils assistent à la levée de fonds. Ils offrent un coworking space, c'est également le cas pour les quatre autres précédents dont on a parlé. Ils font des formations et des ateliers. Pour leur modèle économique, ce qu'ils font, ils prennent des parts des entreprises accompagnées. Ils prennent un loyer mensuel et il y a certaines commissions sur les levées de fonds et des prestations de services spécifiques comme le graphisme, le multimédia, etc. Et là, pour le coup, comme vous le voyez, c'est une société, une SARL, une société à responsabilité donc limitée et donc une société, c'est privé, ça appartient à ses propriétaires et d'où le volet prise de participation. Donc, EtruiLab et TechXL. Donc, EtruiLab, c'est une association. TechXL, c'est l'accélérateur. Donc, EtruiLab fait plutôt de la formation et de l'incubation, donc pas très rentable le coût. Et là, pour TechXL, c'est vraiment l'accélérateur qui s'adresse cette fois-ci plutôt aux entreprises et ils prennent des parts donc dans ces startups-là. Et EtruiLabs se trouve donc au Bénin, à Cotonou précisément. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre cours. J'espère que vous avez pu en tirer le maximum d'informations. Et ce qu'il faut garder, les 3 points clés à retenir, c'est il faut une étude de faisabilité et le positionnement qui devront découler d'une analyse de toutes les dimensions de l'écosystème. J'insiste beaucoup sur le terme écosystème parce que en adoptant cette approche donc écosystémique, il est facile de n'omettre aucun paramètre dans l'analyse de l'environnement et surtout de pouvoir avoir un positionnement qui soit cohérent par rapport à toutes les parties prenantes qui sont donc dans l'environnement. Et le deuxième point qu'il faut retenir, c'est lié aux enjeux. Une structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant est avant tout un centre de coût. Et donc, pour cela, il faut garder en tête que la rentabilité se bâtit sur du long terme dans ce cas-là. Et enfin, le troisième point à retenir, c'est qu'il faut privilégier les partenariats avec des structures d'appui à l'entrepreneuriat d'autres pays ou adhérer à des réseaux de structures d'appui à l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit, j'insiste sur
la spécialisation et le fait d'être en partenariat pour trouver une complémentarité avec d'autres structures d'appui à l'entrepreneuriat. Et le fait d'être dans un réseau global, c'est aussi bénéficier d'un transfert de compétences, d'un partage d'informations, etc. Donc, c'est extrêmement important de retenir ce point-là. Donc, voilà. Donc, je vous remercie et j'espère que n'hésitez pas, si vous avez des questions, toutes les informations sont sur la plateforme d'Afrique Innov. Nous serons ravis de vous accompagner pour aller plus loin.